C'est mieux comme ça, non? Ouais. Oh non, mais pas d'atelier aujourd'hui. Non, j'ai la flemme déjà. Et puis, ça vous dirait pas qu'on parle d'autre chose de séries, par exemple? Oui, non, historique, hein, parce que je suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler de la dernière saison de Gossip Girl, hein, très très clairement. Non mais, on va faire ça. On va parler films, séries et jeux vidéo, mais d'un point de vue de la crédibilité historique du matériel. Pas forcément des événements, parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien, mais le matériel, c'est important. Et vous allez voir que vous avez tellement de clichés là-dessus qu'on va bien se marrer. À propos de bien se marrer, vous saviez que le film de Zack Snyder 300 est décrit par les sites de cinéma comme étant quelque chose qui fait quelques légers arrangements avec la réalité historique? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. « 300 est donc un film réalisé en 2006 par Zack Snyder, un réalisateur célèbre pour faire des clips beaucoup trop longs pour tenir debout. Il s'agit de son deuxième long métrage dans lequel il adapte une bande dessinée de l'américain Frank Miller, ce dernier étant aussi connu pour être l'auteur de Sin City, qui a été porté au cinéma 2 ans avant 300. Le film est une histoire adaptée et romancée de la bataille des Thermopyles, qui a eu lieu en 480 avant Jésus-Christ. Elle oppose l'immense armée de l'Empire perse à une alliance de cités grecques. Parce qu'en réalité, nos fameux 300, ils étaient plutôt 10 000 sur le champ de bataille, mais pas uniquement de Sparte, car ils venaient de toute la Grèce. En revanche, les 300 gardes personnels de Léonidas seraient effectivement tous morts jusqu'au dernier, face aux 200 000 combattants de l'armée perse. Ouais, c'est moche. C'est vrai. Bref, nous sommes en moins 480, l'époque de la Grèce classique, d'Assassin's Creed Odyssey et de la jupette. C'est parti pour le visionnage. Introduction, Léonidas est badass même petit, blablabla, arrivée des premiers Perses de l'histoire. La bête approche. Alors bizarrement, même s'ils ont plein de fanfreluches qui ne servent à rien, ceux-là ne sont pas trop mal. Je ne parle pas de l'émissaire qui lui est complètement fantasque et ne sert qu'à faire des mèmes, mais bien sa suite d'archers. Les vêtements sont colorés avec de jolis motifs, des pantalons et des tuniques, et des coiffes sur la tête un peu élaborées à base de tissu. L'interprétation n'est pas si mauvaise. Dans le film, on leur cache quand même le visage, histoire de les déshumaniser et d'insérer doucement l'idée que ce sont des vilains méchants orientaux. L'arc est une arme traditionnellement très utilisée en Orient, et les archers perses plutôt réputés. Jusque-là, c'est pas si mal. Madness, Sparta, montagne, réflexion et oh! Les efforts. Prêtres des dieux anciens. Ordure consanguine. En fait, non. Les efforts à Sparte sont des magistrats essentiels dans la cité et bien intégrés à cette dernière. Ils sont garants des bonnes mœurs, de la tenue des citoyens, et peuvent destituer le roi de Sparte s'il désobéit ou n'est pas à la hauteur. Ils ont donc un grand pouvoir. Ce qui implique de grandes responsabilités. Oracle, délire mystique pas historique, oracle, méchant qui rit comme un méchant. Moment intime, très intime, campagne et oh, des civils apeurés. Cela va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du cliché. Non et... No, God! No, God, please, no! C'est quoi cette manie du cinéma à vouloir croire que tout ce qui est historique est forcément sale? Non, les Grecs étaient soucieux de leur corps, ils en prenaient soin, on a un nombre de sources phénoménales sur le sujet. On parle d'hygiène corporelle, de bains, de soins du corps, de baumes, de sport, de nutrition, de beaux vêtements et de couleurs éclatantes. Pour l'époque, la Sparte que l'on voit dans le film ressemblerait clairement à un village de clochards. Et ça craint! Je n'y ai pas vraiment pensé, mais... Et vous, ces mis en visiteurs, rentrez-vous ça dans le crâne, histoire ne veut pas dire manque d'hygiène. Après sur la forme, bon, il y en a quelques-uns dans le fond qui ont des costumes qui peuvent passer, mais ça n'est pas une majorité. Le costume civil grec ressemble plutôt à ça. Des tissus agrafés portés flottants pour la chaleur, souvent en lin, de beaux chapeaux, des manteaux pour se la péter ou s'il fait froid, mais les chaussures dans le film en revanche sont plutôt bien faites. Bref, avançons un peu. Le cliché historique des Grecs, c'est la jupette, parce qu'ils portaient des tuniques et pas de pantalons, ce qui donne l'impression d'avoir une jupe, sujet de moquerie bien connue. Laisse-moi deviner. Et oui, les gars se sont dit « Non, mais la jupette, c'est pas assez viril, je veux tout le monde en slip. » Sérieusement? Les mecs, ils partent en guerre, comme ça, à poil, sans équipement, sans campement, sans bagages, sans provisions, sans rien, ils sont tout nus. Enfin, presque. Alors, détail sympa, la double flûte, que l'on appelle aulos, servait entre autres effectivement à rythmer les marches des combattants. Ouais, parfois le film a des fulgurances comme ça. Bon. D'ailleurs, je laisse se dérouler le film parce que Daxos arrive avec ses petits camarades. Les 300 dont parle le film, c'est en fait la garde rapprochée du roi de Sparte, les Hipéis. Sparte avait envoyé d'autres troupes lors de cette bataille, mais les cités grecques en ont fait de même. Certes, les comptes parlent au final de 7000 à 10 000 hoplites, le soldat qui forme le cœur des armées grecques,
Mais c'est oublier un peu trop rapidement les combattants qui n'étaient pas des hoplites, ainsi que les serviteurs, qui ne sont jamais comptés dans les textes par les auteurs anciens. Et si l'armée des coalisés grecs était bien moins importante que celle des Perses, ils étaient quand même bien plus de 300. Avancez, avancez, village détruit par les méchants très méchants, un enfant pour rendre les méchants encore plus méchants, et pause! Ça, c'est mis en visiteur, c'est une exposition. On prend les corps, on les attache à un poteau, un arbre, et on les laisse là. C'est une pratique religieuse que l'on retrouve ici et là dans l'Antiquité, notamment chez les Celtes. L'idée générale, c'est qu'une partie du corps remonte vers les divinités du ciel grâce aux oiseaux et autres insectes, et une autre partie tombe au sol et est récupérée par les vers qui l'emmènent aux divinités de la terre. Souvenez-vous pourquoi nous sommes morts. Beaucoup de chercheurs pensent que ça n'était pas une façon d'apeurer ou d'impressionner l'ennemi, mais bien une méthode pour remercier les dieux de la victoire et présenter leurs plus valeureux adversaires à ces mêmes dieux. On est donc loin de l'effet de l'exposition du film qui est juste là pour rendre les Perses odieux et barbares. Encore un peu plus. Pluie, bateau, explosion à vol du directeur de la photo, musique cool et torse mouillé, scène d'intérieur, Daxos qui flippe encore. Nous ne pouvons pas être victorieux. Hop là, émissaire. Je suis injuste, je fouette des gens, je suis colérique, vaguement orientalisant, avec une grosse moustache et l'air très bronzé, je suis un cliché vivant de ce que 300 montre des Perses. Mais je vais y revenir. Blablabla, Fi Altesse, hop, et écoutez bien ce passage. Ton père aurait dû t'apprendre comment fonctionnent nos phalanges. Nous formons une unité compacte et impénétrable. C'est à cela que l'on doit notre force. Chaque Spartiate protège l'homme à sa gauche, de la cuisse au cou, avec son bouclier. Un seul point faible, et la phalange est détruite. De la cuisse au cou, Éphialtès. Exactement! Là c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'importance de l'équipement grec, c'est qu'une fois en garde, le combattant est entièrement protégé par celui-ci. Bon là ils sont en slip alors qu'ils parlent d'armure, mais enfin normalement c'est ça, hein, normalement. Dans la réalité des faits, eh bien comme tout le monde, ils avaient probablement une vraie armure. C'est même quasiment certain. L'armure grecque classique, c'est la linothorax, une armure constituée de couches de tissu, et dont la construction exacte est encore incertaine. Mais je vous vois venir, vous allez me dire qu'une armure de tissu ne protège pas. Nous y reviendrons un jour à l'atelier, mais sachez qu'une armure grecque de ce type a des propriétés qui sont meilleures que du cuir durci. Cela protège donc des chocs, des tranchants, voire même des flèches. Pas si mal pour une petite laine. Il existe un deuxième type d'armure, la cuirasse musclée. Elle est en métal et dessine le motif d'un torse bien musclé. Et moi je trouve ça super rigolo de comparer ça avec nos Spartiates du film. Ils avaient également des jambières que l'on appelle des cnémides, et là on en voit beaucoup dans 300. Cela permet donc, comme je le disais, avec le casque et une fois en garde avec le bouclier, de fournir ce front complètement protégé. On est trop fort, ils sont trop nuls, regardez ils courent comme des débiles ce qui ne se fait jamais, blablabla, hop, phalange! Oh, ça c'est chouette. On a ici des combattants bien serrés derrière leur bouclier, entièrement protégés, lance en avant, et l'essentiel du combat se fait par la pression des deux unités. C'est le combat antique par excellence. Oubliez les mecs débiles qui courent et chargent comme des idiots, ils se font démonter par une bonne formation avant même d'arriver au contact. Ce n'est pas le fouet qu'ils craignent. Non, plutôt un bon coup de lance. Côté casque, l'idée n'est pas si mauvaise, mais le casque classique grec, qu'on appelle corinthien, est un peu différent, plus arrondi dans les formes. C'est dommage parce que pour le coup, il existe de très nombreux types connus de casques grecs, sans avoir besoin de partir trop loin. Mais bon, hein, on va pas trop en demander. Si les utilisations de la lance et du bouclier sont correctes le plus souvent, en revanche les épées, c'est complètement fantasque. Les Grecs utilisaient des épées plutôt courtes, ou xyphos, et une sorte de lame à un seul tranchant, la falcata. La scène devient carrément moins réaliste quand ils se mettent à projeter des gars en poussant. C'est un blasphème! C'est de la folie! Enfin, on n'allait pas leur demander d'être trop historique non plus. Bon, comme je le disais, les combats dans l'Antiquité sont des combats de formation. C'est la meilleure formation qui remporte le combat en faisant céder celle d'en face, avec des pertes assez faibles en règle générale. Alors ça, là, le type qui part tout seul aux fraises, historiquement, il est mort. Et tant pis si c'est le personnage principal. Bagarre, 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 et là cette fameuse phrase qui dit que les flèches des Perses étaient si nombreuses qu'elles cachent le soleil. C'est une phrase réellement écrite par un auteur grec de l'époque, un peu après en fait. D'ailleurs 300 regorge de petites phrases ici et là réellement historiques, qui servent à asseoir la crédibilité de l'ensemble. Cela fonctionne plus ou moins bien. Surtout moins que plus en fait. Alors ce truc là, c'est pas possible. Non vraiment. Déjà les boucliers grecs sont parfois recouverts d'une tôle de bronze et pas entièrement en bronze comme le film le montre, et ça permet difficilement aux flèches de se planter dedans du coup, hein. Ensuite réussir à casser une dizaine de flèches comme ça avec sa lance à bout de bras, c'est impossible, sérieusement.
Charge de cavalerie et manœuvres idiotes, avancée, discussion de civils dans de mauvais costumes... C'est reparti pour du blabla jusqu'à l'apparition d'Xerxès. Wow! Mais vous savez que les Iraniens ont été tellement choqués par ce qu'ils ont vu dans 300 qu'ils ont été obligés de se plaindre officiellement à l'ONU de la façon dont on traitait leur histoire? La représentation de Xerxès est loin de ressembler à ce qu'on sait de lui. Un personnage plutôt barbu et plus méridional qu'oriental. On est encore ici dans l'opposition civilisationnelle, où chaque figure notable de l'armée perse est une sorte de monstre avec une facette à chaque fois différente. Là, on est plutôt dans la séduction et la corruption. Sérieusement? Et là, attention, alerte cliché. On va prendre du noir, de l'argent, des visages masqués et l'air menaçant, et paf, ça fait des chocs à pic. Oh, plutôt des méchants faciles. Les fameux immortels perses existaient bel et bien, et étaient la garde d'élite de l'empereur. Ils prennent le nom d'immortels parce que si l'un d'entre eux meurt, il est immédiatement remplacé pour que leur nombre soit toujours le même. En fait, un immortel de l'armée de Xerxès, ça ressemblait plus probablement à ça. On a de la couleur, on a de la brillance. Si de nos jours on obtient facilement n'importe quelle couleur dans nos vêtements, historiquement les teintures sont plus difficiles à avoir, et de belles couleurs sont souvent des indices pour reconnaître une élite, un groupe particulier ou généralement une certaine richesse. Là, meilleure troupe d'élite de l'armée perse, forcément on est dans le bling. Et évidemment, je passe sur les zombies, les délires de troupes bizarres aux peintures discutables et un rhinocéros. Sérieux, non, pas de rhino de combat. C'est classe, ça fonctionne au Wakanda, mais historiquement... Ce n'est pas le cas? C'est non. Trop cool, des grenadiers! Ça c'est vraiment chouette parce que ça a vraiment existé. Pas dans ce costume-là, mais ça a existé, hein. Non, je plaisante, non. En fait, les premières sources de grenadiers, c'est pendant les croisades, soit près de 1500 ans après. Pour vous donner une idée de l'anachronisme, c'est comme si on faisait un film sur la Première Guerre mondiale avec des centurions romains dans les tranchées. C'est débile! Nous n'avons aucune raison de ne pas être courtois. Non mais faites des efforts aussi! De bon sang! Chaque fois ça me surprend. Guillermo del Toro sort de ce film. On reste dans l'idée, figure remarquable perse, monstre. Évidemment, historiquement, c'est un nom également. Clairement un nom. Les éléphants... Alors il y en a eu à l'époque, mais pas dans cette bataille, et surtout pas de cette taille. Non mais vous avez déjà vu un éléphant, sérieusement? Là ce sont des olifants du Seigneur des Anneaux, hein. Alors cette séquence, c'est du what the fuck complet. Plus de formation, les ennemis arrivent tellement au compte-gouttes qu'on dirait du héros mystère à Overwatch, et on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est juste un clip avec de la bonne musique. Tiens, j'avais prévenu mon gars, qui rompt les rangs se casse les dents. Ceci dit, en termes de crédibilité, un cheval qui galope vers vous, c'est pas une voiture électrique, hein. Non seulement ça s'entend, mais en plus de ça, ça se sent dans le sol. Voilà. Le capitaine rompt les rangs. Comme tous les autres Spartiates du film, veux-tu dire, ami narrateur? Ah, la tente de Xerxès. C'est un peu la fête du monstre et de la luxure. Rien d'historique là encore, hein, laissez tomber, si ce n'est la tente de l'empereur elle-même. Les tentes des empereurs perses sont décrites par les chroniqueurs grecs comme des palais mobiles tant elles sont vastes et riches. Allez, on avance un peu dans le film, on avance, et on arrive à la mort et la fin de nos glorieux 300. Sérieusement, c'est quoi ces pointes de flèche? Ils pouvaient pas faire un truc plus original, plus débile ou plus je ne sais quoi? Une pointe de flèche, ça doit être simple à produire, rapide et efficace. Et à l'époque, ils avaient pas de découpe au laser pour faire ce genre de filouterie, hein. Le saviez-vous? Après cet épisode, historiquement, le nom d'Éphialtès est devenu pour les Grecs un synonyme de cauchemar et de traître. Un peu comme nous pour le prénom Judas. Voilà. Et nous arrivons à la fin. Chronologiquement, le film ne respecte pas si mal l'histoire, et à ce moment-là, lorsque les Perses vont pour faire le tour par le sentier caché, Léonidas a envoyé toute l'armée et décide de rester sur place avec sa garde de 300, ainsi que d'autres volontaires des cités grecques. En tout, on pense que ce sont quelques 1000 soldats qui se sont sacrifiés pour que le reste de l'armée puisse se replier en bon ordre. Ces courageux mourront quasiment jusqu'au dernier sur place pour remplir leur mission, avant que les derniers survivants ne finissent par se rendre. Beaucoup de choses. Cela ne sera pas vite fini. En effet. Cette première œuvre de fiction est un exemple parfait d'une réalité. L'utilisation et la mise en scène de l'histoire ne sont jamais anodines. Il y a toujours un parti pris. Évidemment, il y a beaucoup de théories sur l'interprétation fondamentale de 300, mais également sur la réinterprétation du film. Il est couramment admis que 300 est une expression assez nette des opinions politiques de Frank Miller, qui se situe plutôt du côté des néoconservateurs et réactionnaires américains. Il est clairement fasciné par la violence, les armes et le terrorisme, et complètement obsédé par la menace islamiste. Comment, en pleine guerre en Irak, peut-on s'étonner alors que ces idées soient retranscrites pleinement dans 300 ? On y évoque un patriotisme glorifié, le sacrifice pour la sauvegarde du monde face à une menace sombre et pervertie, des surhommes durs et quasi invincibles par opposition à des sous-hommes. L'idéologie est peu reluisante, mais bien connue au regard de l'histoire.
Mais n'oublions pas non plus que le mythe spartiate est une des inspirations des Américains depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs un spartiate qui figure parmi les grands de l'histoire servant d'inspiration au gouvernement américain. Reste que le matériel et les choix de costumes sont forcément déterminants dans le message que l'on veut faire passer. L'image a un sens, et ce sont ces choix artistiques qui vont créer cette image. Tenez par exemple, si les Grecs n'avaient que peu de problèmes à montrer leur corps, de là à aller se battre quasiment nus, clairement pas. Mais cela permet de magnifier les corps et le physique de surhomme irréprochable. A l'inverse, les Perses sont toujours dans des tenues flottantes, informes, le visage très souvent masqué pour exprimer la multitude menaçante, mal définie et envahissante. Les seuls personnages perses dont le corps est montré révèlent presque systématiquement des particularités dépeintes comme étant à la limite du monstrueux et du grotesque. Sauf lorsqu'ils se font séducteurs pour mieux corrompre les irréprochables spartiates. Nous sommes clairement dans la caricature de l'oriental et du terroriste. Et tout le film fonctionne quasiment exclusivement sur cet affrontement permanent. Rien ne peut réconcilier ces deux peuples puisque tout les oppose. Et ça n'est pas souhaitable, puisque dans l'idée, c'est l'opposition du bien et du mal. C'est oublié trop souvent que dans l'Antiquité, les chocs civilisationnels se font rarement sur des peuples trop différents, parce qu'ils sont souvent voisins déjà, et que du coup, ils ont pu développer des échanges commerciaux et diplomatiques de longue date. C'est pour cela que lors de la bataille de Thermopyles, en dehors du vêtement de base, les armes et les armures des combattants étaient assez proches en définitive, et les Grecs n'ont tenu si longtemps que parce que le terrain et la qualité des armes, ainsi que de leur entraînement, étaient meilleurs. Les Perses n'étaient pas spécifiquement de gros méchants comme on veut les montrer, juste poussés par une tradition de constitution d'empire et de maîtrise géographique, ce qui les a mis en conflit régulièrement avec les cités grecques, qui parfois faisaient plus ou moins partie de cet empire ou étaient son allié. Les Spartiates, quant à eux, n'étaient pas spécifiquement des surhommes, mais issus d'une cité avec ses lois particulières, et qui plaçaient certes l'art de la guerre assez haut dans la liste des priorités, mais également la danse et le chant. Il ne faut pas oublier que Sparte et son influence se sont faites par la guerre et la conquête, exactement comme l'Empire perse. Ouais, c'est pas faux. Sur une échelle de 1 à 10, 300 mérite peut-être un 3 ou un 4. S'il y a de bonnes choses et parfois des fulgurances, comme le combat bien serré en phalange, pour le reste, historiquement, on est dans les choux. J'ai vécu ma vie entière, sans un regret jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans ce cas précis, c'est que ça n'est pas un film historique. C'est dépeint et assumé comme un film adapté de comics, et à ce titre, l'historicité a autant d'importance que dans Thor Ragnarok. Mais là où ce dernier s'affranchit complètement de l'histoire, 300 surfe dessus et l'utilise dans un but pour le moins discutable. Alors il convient de se demander où se trouve la limite de ce que l'on peut appeler film historique, qu'est-ce qui est acceptable comme adaptation, et jusqu'où on peut utiliser l'histoire. Mais ça, nous en reparlerons.